Bonsoir Monsieur le Président et merci de nous recevoir à l'Élysée dans ce salon Murat. C'est une première, c'est là où se réunira demain le Conseil des ministres. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et nous allons pouvoir aborder avec David Pujadas de France Télévisions et Michel Denisot de Canal+, tous les sujets. C'est une intervention très attendue, vous le savez, puisqu'elle se situe après un événement politique majeur, le remaniement gouvernemental. L'équipe de François Fillon est en place et nous allons pouvoir en parler longuement, sans tabou. Il n'y aura pas d'exclusive, pas d'exception. Une intervention aussi très importante puisque la France prend la présidence du G20 cette année. Vous recevez d'ailleurs demain Dominique Strauss-Kahn. Je rappelle que vous ne vous êtes pas exprimé, j'allais dire de façon approfondie devant les Français depuis juillet dernier. C'était avec David. Oui, pour plus de clarté, on peut dire que nous avons décidé de procéder en deux temps. D'abord, les sujets d'actualité de ces derniers jours ou ces dernières semaines, le remaniement bien sûr, le conflit des retraites et ses enseignements, et puis l'épisode des Roms et la sécurité d'une manière générale. Dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, on évoquera les chantiers de ce dernier tiers du quinquennat avec peut-être la dépendance, le G20, on l'a dit, et puis, sait-on jamais, peut-être vous nous direz vos intentions pour 2012. C'est Michel Denisot qui vous pose la première question sur le remaniement. Michel. Alors le remaniement, vous l'aviez annoncé il y a 5 mois, après la réforme des retraites. C'était un long feuilleton pour finalement reconduire François Fillon, mettre fin à l'ouverture, et puis aussi le départ de Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous avez reconduit François Fillon avec enthousiasme? Si vous permettez, chacun des mots que vous avez prononcés, c'est important. Il faut que j'y réponde. Un long feuilleton. La réforme des retraites a été adoptée il y a moins de 15 jours. Le Conseil constitutionnel l'a validée un jeudi, si mon souvenir est exact. Je suis ensuite parti en Corée pour le G20. Je suis rentré samedi matin. Le remaniement a été organisé dans le week-end et le gouvernement sera au travail lundi matin. Vous l'aviez annoncé il y a 6 mois. Bien sûr, oui, parce que j'avais annoncé que la réforme des retraites, c'était le gouvernement précédent qui la conduirait. Bon. Deuxièmement, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions. Elles ne sont pas simples. Les choix de personnes sont toujours des choix qui demandent d'y penser. Et si j'ai demandé à François Fillon de continuer, c'est parce que j'ai une grande confiance en lui. Parce qu'il est très compétent, parce que nous travaillons ensemble sans aucun nuage depuis des années. Il n'y en a jamais eu. Bien avant. Oh, nous avons pu avoir ici ou là des discussions, mais on l'a fait dans le cadre d'un respect mutuel. Vous me demandez si c'est un choix, comment avez-vous dit? Vous avez fait avec enthousiasme. Oh, bon, le président de la République ne doit pas faire des choix enthousiastes. Je dirais plutôt je l'ai fait avec conviction. Est-ce que ça n'est pas un choix? Parce que c'est pas, si vous voulez, le choix d'un Premier ministre, ce n'est pas un choix de confort pour un président de la République. Ce n'est pas le bon plaisir. Le président de la République n'a pas à faire de caprices ou à s'arranger avec les gens ou avec les événements. Le président de la République, ce qui pèse sur lui, c'est le choix de l'intérêt général. Quel était, au moment où la question se posait, le meilleur Premier ministre pour la France? J'ai considéré que c'était François Fillon. J'ai réfléchi. Mais qui ne réfléchirait pas? Est-ce que ça n'était pas un choix contraint? On a eu le sentiment que vous cherchiez une alternative, sans succès. Et puis dans le même temps, on a vu François Fillon, entre guillemets, se payer le luxe de prendre ses distances aussi avec vous, en disant que vous n'étiez pas son mentor, ou même il y a quelques jours, affichant son programme, avant même que vous l'ayez fait. Et cet après-midi encore à l'Assemblée, d'ailleurs, il a d'une certaine façon tracé sa feuille de route. Ce n'était pas un choix contraint. Vous savez, je respecte les commentateurs et les commentaires. Mais le Premier ministre et moi, nous avons une responsabilité, c'est celle d'agir. Le commentaire est libre. Et c'est bien ainsi en démocratie. Qu'il nous fasse plaisir à François Fillon ou à moi. Si c'est un choix, il ne peut pas être contraint. Et les institutions de la Ve République sont ce qu'elles sont. Il n'était pas incontournable. J'ai un devoir. J'ai pensé qu'il était la meilleure personne à la place éminente de Premier ministre. C'est un choix qui m'appartient. Je l'ai fait en conscience. Je n'en ai aucun regret. Alors, et si c'était... j'ai même pas de regret d'y avoir réfléchi.
Parce que, à la place où je suis, mon devoir vis-à-vis des Français, c'est de prendre les bonnes décisions. Mais les Français vont dire tout ça pour ça. 5 mois d'attente avant ce remaniement et finalement, le même Premier ministre est quasiment au fond de la même équipe. Ne confondez pas les Français et les commentateurs. Vous avez peut-être attendu. Les Français, quels qu'ils attendent de moi? Que j'ai les résultats, que je les protège, que l'économie reparte, que la sécurité soit assurée. Je ne pense pas que les Français, haletant pendant 5 mois, ont attendu cette décision. Cette décision, je devais la prendre, je l'ai prise. J'ajoute que dans la France, qui a connu la crise la plus importante depuis un siècle, je pense qu'une certaine stabilité est de nature à apaiser un pays qui en a besoin. Avez-vous à un moment... Pardon. Est-ce que vos rapports avec François Fillon vont changer? On a souvent parlé d'un hyper-président. Aujourd'hui, certains parlent d'un hyper-premier ministre. Est-ce que vos relations vont être modifiées ou, j'allais dire, rééquilibrées? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons beaucoup parlé, le Premier ministre et moi, et nous avons parlé en se disant comment on peut faire le mieux possible pour le pays. Quel est l'intérêt du pays? Vous savez, je comprends parfaitement que dans les commentaires, on mette beaucoup d'ego, beaucoup d'histoires de personnes. Et c'est vrai que dans le passé, ça a compté. Je connais un peu l'histoire. Les rapports entre Michel Rocard et François Mitterrand. Des rapports de entre force, Jacques souvent. Chaban-Delmas et Georges Pompidou. Entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. Est-ce que c'est comparable? Non. Pourquoi? Parce que, au fond, François Fillon et moi, nous sommes de la même génération, nous avons connu la même vie politique. Nous avons une confiance totale l'un dans l'autre. Mais on dit qu'il a par exemple demandé et obtenu que vos conseillers s'expriment moins, notamment dans les médias, parce que... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Croyez-moi, je comprends parfaitement que dans le détail des choses et des commentaires, il y ait des anecdotes et que ces anecdotes soient utiles pour vous, mais dans les rapports que nous avons, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le travail que nous avons à faire. Et croyez bien, ce travail est très lourd, cette décision a été prise, je vous explique pourquoi je l'ai prise. Vous me demandez si j'ai réfléchi, j'ai réfléchi notamment parce que il y avait d'autres possibilités, peut-être d'ailleurs qu'un jour, elles se présenteront. Un homme comme Jean-Louis Borloo est un homme de très grande qualité, j'aurais d'ailleurs souhaité qu'il restât. Est-ce que vous avez un moment envisagé avec lui le fait qu'il puisse être Premier ministre? Non, c'est pas. Nous avons parlé avec Jean-Louis Borloo, mais j'ai considéré que François Fillon était le Premier ministre qu'il fallait à la France. Au fond, vous ne pouviez pas vous passer d'un homme très populaire, ce qu'il était devenu. Vous savez, je ne fixe pas, je ne fais pas les choix comme ça. Et si je le faisais comme cela, je n'aurais pas présidé à la constitution de ce gouvernement de cette manière, parce que si je devais garder les gens uniquement parce qu'ils sont populaires, alors le gouvernement que nous avons aujourd'hui ne serait pas constitué comme ça, Claire Chazal. Ça vous a agacé qu'il parle de virage social? Jean-Louis Borloo? Absolument pas. J'ai pour Jean-Louis Borloo de l'amitié, beaucoup d'estime. Et je vais vous dire une chose, il a très bien géré toutes les crises que je lui ai demandé de gérer. Je pense à l'affaire de Xynthia, qui était épouvantable pour les gens qui furent expropriés dans le département de la Vendée comme de la Charente-Maritime. J'ai été heureux de pouvoir compter sur un ministre comme Jean-Louis Borloo, y compris dans la crise des carburants qui n'était pas facile. Finalement, les Français ne sont jamais été privés plus de 2 jours de carburant. Ce n'a pas été simple. Il a été à la hauteur de la situation et Jean-Louis Borloo un jour rendra d'autres services à la France. Il a jugé lui-même qu'il serait plus utile, y compris à moi, en redevenant parlementaire. Y compris à vous? Oui, y compris à moi. Mais vous savez, même avant cette émission, j'ai parlé avec lui. Jean-Louis Borloo et moi, nous sommes en situation de grande confiance aussi. Les choses sont plus simples. Vous savez que parfois, imaginent les commentateurs. Il y a un Premier ministre, il n'y en a pas 2. Vous laissiez entendre que le gouvernement, ce nouveau gouvernement pourrait ne pas être populaire, hein, puisqu'on parlait de la popularité de François Fillon. Est-ce que vous faites allusion au fait, par exemple, qu'il n'y a plus de ministre d'ouverture, qu'il n'y a plus de ministre de la diversité? Mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Ou en tout cas moins. Pardon de vous le dire, ce n'est pas exact. L'ouverture n'est pas terminée. Ce n'est pas exact. Permettez-moi de vous dire. Mais qui sont les ministres d'ouverture? Ah ben, pardon. Didier Migaud, qui est le président de la Cour des comptes, ancien député socialiste, est toujours président de la Cour des comptes. À l'Assemblée nationale, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, c'est un député socialiste
qui est président de la commission des parlait du finances, gouvernement. le directeur On parlait de du l'agence gouvernement, de santé la plus importante de France, celle d'Île-de-France, c'est Claude Évin. Donc, au gouvernement, Éric Besson a été 10 ans député socialiste et 7 ans à la direction du Parti socialiste. 7 années. Il est à l'UMP. Non, mais chef de peut-être. survivants, il y en a pas d'autres. Mais peut-être. Il se trouve que nous avons fait un choix avec François Fillon de réduire assez fortement le nombre de ministres, puisqu'ils ont diminué de 30%. Nous avons considéré que la France devait réduire le nombre de ses ministres. J'ai voulu une équipe très professionnelle, très solidaire. Une équipe de combat, comme le dit François Fillon, vous êtes d'accord? C'est une bonne expression, de combat au service de la France. Pas de combat partisan. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours été convaincu, toujours, et je le reste, qu'il fallait une grande ouverture, à la fois dans la façon de s'exprimer et dans la façon de décider. Il y a une autre. Et il me semble que la présence de quelqu'un qui a été, et qui est encore, très proche de François Bayrou, comme garde des Sceaux, Michel Mercier. Michel Mercier, à ma connaissance, est très proche de François Bayrou, qui a tenu d'ailleurs des propos extrêmement sympathiques à son endroit. Avec François Fillon, nous lui avons confié la mission d'être ministre de la Justice. Vous considérez que c'est rien? C'est-à-dire Je ne le pense pas. Par ailleurs, les centristes majeurs, j'allais dire, sont en dehors du gouvernement. Certains disent que c'est un gouvernement recentré sur l'ancien RPR, ou en tout cas les valeurs traditionnelles du RPR. Ce n'est pas exact. Un centriste comme M. Richert, qui est président de la région Alsace, est en charge des collectivités territoriales. Maurice Leroy est ministre de la Ville. Et Laurent Wauquiez, qui est l'héritier d'un centriste célèbre, M. Barrot, est ministre de l'Europe. Donc, non, mais j'accepte bien volontiers ces commentaires, mais je pense que ça n'intéresse pas les Français. Je reste convaincu qu'il faut s'ouvrir. Ce n'est pas un gouvernement partisan, c'est un gouvernement resserré, et naturellement, à partir du moment où il y a moins de ministres, il y a moins de représentants de toutes les formations politiques. Avec François Fillon, d'ailleurs, nous avons écarté du gouvernement plus de personnalités UMP que de toutes les autres formations politiques. politiques. Moins écologique. Alors, oui, c'est ça, l'écologie, c'est un sujet qui intéresse les Français. Je ne pense pas. Le ministre de l'écologie était numéro 2 du gouvernement. Aujourd'hui, vous étiez engagé auprès de Nicolas Hulot. Est-ce que ce soit une sorte de vice-premier ministre? Et maintenant, Nathalie Kosciusko-Morizet est numéro 4. Je vais vous faire une confidence. M. Hulot m'a appelé pas plus tard qu'aujourd'hui. Nathalie Kosciusko-Morizet est une jeune ministre qui a beaucoup de talent. C'est une femme. Elle est tout en haut de la hiérarchie gouvernementale. Elle est à la tête d'un ministère considérable. Elle n'est plus ministre d'État. Sans l'énergie. Ce n'est pas exact, pardon de le dire, puisqu'elle aura la fixation du prix de l'énergie pour toutes les énergies renouvelables et qu'elle sera associée à toutes les décisions sur l'énergie. Bon. Donc c'est un ministère considérable. Certes, elle n'est pas ministre d'État, mais vous conviendrez avec moi que c'est quand même pas le plus important. Il y a un autre... Quant à sa compétence en matière environnementale, elle est totale et elle a été saluée comme telle. Et je suis très heureux d'ailleurs que dans ce gouvernement de François Fillon, il y a un certain nombre de jeunes personnalités qui font honneur à la vie politique. Je pourrais en citer d'autres, Laurent Wauquiez, Bruno Le Maire, François Barouin, Luc Châtel, qui sont des gens de grand talent. Fait notable, c'est la disparition du fameux, j'allais dire, ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Alors c'était quand même un marqueur, un de vos marqueurs en 2007, et puis pendant 3 ans. Est-ce que ça signifie sa disparition, que finalement c'est un concept qui était simplement destiné à grappiller quelques voix au Front National et qui n'avait pas de contenu réel? C'est une question plus importante, car elle ne tient pas simplement aux personnes. D'abord, reconnaissons ensemble, et je dois le reconnaître bien volontiers, que le débat sur l'identité nationale a provoqué des malentendus et n'a pas été compris. Éric Besson n'y est pour rien, j'en prends toute la responsabilité, mais mon devoir, David Pujadas, c'est d'écouter, d'entendre ce qu'on me dit. Qu'est-ce que j'avais voulu dire avec ça? Et au fond, quel est le sens de l'action que je mène? Il est assez simple. Je veux convaincre les Français que la France a le devoir de s'adapter, de se moderniser, de changer, de se réformer, pour exister dans un monde qui change à toute allure. Et en même temps, je dois entendre l'aspiration des Français qui exigent que la France reste ce qu'elle est. Au fond, je dois essayer de concilier cette nécessité